Le film est dédié à la mémoire de tous ces déportés et transportés qui n'ont jamais revu leur patrie. Vous qui regardez ce film, ayez une pensée pour leurs descendants qui vivent encore à 22 000 km d'Algérie. Pour bannir l'oubli, envoyez-leur une carte postale d'Algérie. Ils ont lutté pour leur terre. Ils ont lutté pour leurs droits. Ils nous ont laissé un message de paix. Un message qui nous vient du passé. Pour l'éternité. La vie au bagne en Nouvelle-Calédonie n'était pas de tout repos. D'ailleurs, l'expression, quand on est dépassé, on a des ennuis, etc., on utilise encore ce terme. C'est un vrai bagne. Bon, simplement pour dire que la valeur douleur et souffrance du mot bagne n'a pas été dévaluée. Il a conservé de sa valeur. Ça a été très dur la vie du bagne, quoi. Hein. Le bagne, ça c'était la mort à toute seconde. C'est pas dire Moktobuji, non, c'est tout de suite. C'est la mort, elle était là. Tu travaillais, la mort, elle pouvait être tout de suite là. Le surveillant, il avait le droit de condamner, comme si qu'il allumait sa cigarette. Hein. Si ça faisait plaisir de tirer dans la tête d'un condamné, il tirait. Hein. On l'attrape pas, on l'a amené, on l'enterrait. Ah voilà, c'était comme ça avant le bagne ici. جبال مقابل جبال يا مالي يا مالي جبال مقابل جبال وبلادي ولات لهبال يا في بلدان صارت ترميت يا مالي يا مالي في بلدان صارت ترميت والعديانين عليا ارتاحوا يا مالي يا مالي De déportation politique, c'est celle qui va donner son titre de gloire à la déportation algérienne, puisque c'est celle qui suit la grande insurrection kabyle de Mokrani, même si Mokrani est tué, son frère, hein, qui est un des personnages importants hein, de la révolte kabyle de 1870-1871, lui sera, Boumezrag Mokrani sera déporté en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, terre d'exil au calme trompeur, abrite encore ces sites qui clament la douleur. Sur cette terre, le bruit des chaînes résonne encore, un lieu qui reste témoin de ces moments de souffrance, inscrits dans la mémoire universelle et immortalisés sur cette stèle par deux citations. L'une décrivant la souffrance des exilés. Qu'ont-ils fait, mon Dieu, pour tant de souffrance? Qu'ai-je fait, mon Dieu, pour tant de bonheur? Car vivant sans lutte, ai-je l'assurance qu'exposé comme eux j'eusse été meilleur? L'autre gravée à l'occasion du centenaire de l'arrivée du dernier convoi en 1897. Transportés, relégués, communards, vos idées ou vos fautes vous ont conduit jusqu'ici.
100 ans après l'arrivée du dernier convoi, cette terre de bagne et d'exil est devenue le pays de tous les espoirs. Ce sont des cris forts, légués par ces exilés à l'humanité, des exilés qui débarquèrent un jour en ces lieux. Par ce débarcadère, on arrive à la presqu'île du Causse, là où furent déportés les prisonniers politiques. Donc ils descendaient ici, un des rares vestiges qui nous reste de cette époque. Et un autre lieu très fort qui est resté en place, c'est l'enceinte fortifiée, puisque ceux qui venaient, qui étaient internés à Ducos étaient les leaders, étaient les meneurs, et c'est-à-dire ceux condamnés à une enceinte fortifiée. Les autres étaient envoyés à l'île des Pins. Une loi fut votée en 1872 pour définir le statut et les conditions d'internement des condamnés. Article 2. La presqu'île d'Ucos, dans la Nouvelle-Calédonie, est déclarée lieu de déportation dans une enceinte fortifiée. Article 3. L'île des Pins et en cas d'insuffisance, l'île de Marais sont déclarés lieu de déportation simple. Nous quittons la Grande Terre pour nous diriger vers l'île des Pins, à 50 km au sud. Elle trône sur une mer magnifique, mais extrêmement dangereuse, à cause des récifs de corail. Une mer d'un bleu d'azur profond, où se reflètent de merveilleux paysages. Un lieu considéré aujourd'hui comme le site le plus visité par les touristes étrangers en Nouvelle-Calédonie. On l'appelle le paradis du Pacifique. Je crois que l'île des Pins reste l'un des endroits parmi les plus purs du monde. L'île est bénie par la nature. Elle est si éblouissante que même encore, quand on se baigne tous les jours, on dit qu'est-ce qu'elle est belle. Un paradis transformé en enfer par l'administration française, qui avait décidé d'en faire une terre de déportation, où séjournèrent communards de Paris et révoltés algériens, continuant à partager un destin commun à 22 000 km de leurs patries respectives. Une île d'une superficie de 96 km², découverte par le capitaine James Cook en 1774, qui la baptisa l'île des Pins en raison des pins colonnaires qui y poussent. Deux monuments historiques veillent sur cette baie. Le débarcadère, par lequel arrivèrent les déportés en 1872, et le monument élevé à la mémoire de James Cook, par les habitants qui ont le culte du passé. Habitants que l'on appelle les Cougniers, que la France voulait exproprier en installant le bagne sur une partie de l'île. Décision vivement contestée par le grand chef Samuel et son épouse la reine Hortense qui s'insurgea. Nous aimerions mieux mourir que de quitter notre île. Période douloureuse de spoliation et d'acculturation pour la population originelle. Sur cette terre d'expiation, les autochtones continuent de cultiver igname, taro, papaye, comme par le passé. Un passé fait de violence de sang, d'expropriation. Aujourd'hui, les Cougniers prennent à témoin chaque visiteur de l'île sur ce point de l'histoire. Fidèle à la coutume kanak, le grand chef de l'île des Pins nous accueille et nous transporte dans l'histoire de son île. À cette époque-là, la reine Hortense, qui était une femme très cultivée, très intelligente, a commencé à rentrer en conflit avec l'administration française parce qu'elle ne voulait pas que les déportés de la commune et surtout que l'administration française prenne la moitié de l'île des Pins pour y installer la déportation. La contestation, sa protestation de l'époque est restée jusqu'à nos jours.
Une partie de cette île a été confisquée pour y installer les déportés répartis en 5 communes. Sur l'île des Pins, il y avait eu l'installation donc des communes entre guillemets des déportés, et pratiquement tout ce qu'on appelait à l'époque les Arabes ou les Kabyles vont être mis dans la 5e commune. Les 5 communes se suivaient sur la côte ouest de l'île des Pins, et la 5e commune était la plus loin, la plus éloignée du port, sur donc le nord-ouest, et c'était la zone la plus désertique et la plus inhospitalière, sur laquelle ont été rassemblés en particulier les déportés kabyles dans ce qu'on appelait le camp des Arabes. Le grand chef Van de Gou nous conduit vers la 5e commune où furent lâchés les exilés algériens. Si vous êtes aujourd'hui ici, après 60 ans, 80 ans, c'est que les traces de vos ancêtres et de nos ancêtres sont restées très liées. Donc, vous voyez, le temps n'efface rien. Hein. Absolument. Au contraire, le temps fait ressurgir des éléments d'amitié, de rencontre. Ils vivaient sur cette plaine broussailleuse, sans chemin ni point d'eau, une terre hostile. Ici, c'est la 5e commune. Et c'est la commune où étaient installés vos ancêtres, les Algériens, qui sont venus suite aux difficultés des Kabyles en Algérie. Ils s'occupaient toute la plaine. Tout ça, jusqu'à là-bas. Sur ce vaste champ, aucune ruine ne nous indique le lieu d'existence du camp des Algériens. Comme vous pouvez le voir maintenant sur le site, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de ruines, comme dans les autres endroits de la déportation. Parce qu'ici, les Algériens qui sont venus, vos ancêtres, ils étaient dans des cases, telles que cette case-là. Et c'est là-dedans qu'ils habitaient. Bon, quand ils sont partis, les cases sont restées, puis avec le temps, ça s'est détérioré, puis ça a pourri sur place. Et puis il y a eu des feux de brousse par la suite, mais c'est vieux. Mais l'explication qui est pas de ruines, c'est qu'ils habitaient dans des cases. Très vite, eux se sont débrouillés. Donc, ils se sont là peut-être mieux adaptés que d'autres, parce que c'était des hommes de la terre. Voilà. Donc, des hommes qui savaient. Parce que la plupart des communards, c'était des artisans. Ce pas du tout des hommes de la terre, c'était des Parisiens. Donc, des gens qui ne savaient pas du tout cultiver. Tandis que tous ces hommes-là, ils savaient cultiver, ils savaient faire de l'élevage, ils savaient monter à cheval. Donc, ils s'en sont plutôt mieux sortis à partir de là. Ceux qui sont arrivés jusque-là ont pu quand même pas mal s'en sortir. Et sur cette terre-là, ils cultivaient. Ils élevaient le mouton, ils traillaient le lait du mouton et des chèvres, ils fabriquaient du fromage. Ici même, nos anciens de l'époque étaient rentrés en amitié avec eux. Et à certains moments, quand les surveillants n'étaient pas là, ou ils s'étaient distraits, ou c'était ailleurs, nos ancêtres leur amenaient des boutures de plantes pour qu'ils puissent cultiver, pour améliorer leur ordinaire de la journée. Quand ils avaient besoin de poissons, nos ancêtres allaient à la pêche et ils leur amenaient du poisson, mais toujours, disons, donné en cachette, toujours en dehors de la surveillance des surveillants. Devant les difficultés de la nature et les conditions terribles de vie, ils se révélèrent de remarquables cultivateurs, éleveurs et fabricants de fromage qu'ils vendaient aux déportés communards qui furent leurs compagnons d'infortune. Ces communards dont l'histoire retient tous ces écrits généreux sur les déportés algériens. Henri Rivière décrit les Algériens à l'île des Pins. On les voit errant çà et là, résignés ou stoïques. Sous leur long burnous blanc que serre à la tête la corde en poil de chameau, leur œil garde une flamme douce à demi éteinte. Ils se comportent avec l'humilité digne qui leur est propre.
et le soir, se prosternant au soleil couchant, baisent cette terre qui leur est ennemie, mais qui n'en est pas moins celle de Dieu. La légende veut que si les citronniers existent sur cette île, c'est grâce aux déportés algériens qui l'y ont introduit. Aujourd'hui, il reste le témoin vivant de leur passage en ces lieux. On repère le camp des Algériens à son verger de citronniers. Ils ont planté beaucoup de fruits, notamment les citrons. Alors, vous voyez, un peu plus haut que moi là, moi, j'ai encore vu les rejets des vieux pieds de citrons qui ont été plantés par vos ancêtres. Tous les ans ou à chaque période, les bourgeons, les rejets revenaient en surface et ils donnaient des fruits. Alors toute cette partie haut là était tout jaune avec le fruit des citrons quand ils étaient en fruits. L'administration pénitentiaire les avait abandonnés à leur sort. Ils formaient une communauté hiérarchisée et solidaire, dans le respect des traditions et des coutumes. Ce fut leur force, malgré la souffrance et l'éloignement. Là, ils ont vécu dans une relative liberté, mais entre eux. Et on s'est efforcé également, les autorités se sont efforcées de respecter encore certaines traditions, puisqu'ils ont été autorisés à porter le burnous, des chaussures de style musulmane. Ce lieu de mémoire, perdu dans cette forêt dont aucun panneau n'indique l'existence, on dirait que l'on voulait en effacer toute trace de la mémoire. Si vous revenez la prochaine fois, vous amenez une plaque et on va la poser là-bas. Eh bien, vous êtes extraordinaire. Une mémoire que nous découvrons au cours de notre passage sur cette île, avec ses contrastes et ses couleurs, où cohabitent la souffrance et l'âme des déportés avec la vie et l'espoir. Hilary Roots, journaliste d'une grande télévision néo-zélandaise, s'est laissé subjuguer par cette île, attiré par ses contrastes et les hasards de la vie. Quand je suis venue ici au début, je suis venue que pour 5 jours. La dernière idée dans ma tête, c'était de rester sur cette belle île. J'étais journaliste de métier, journaliste des actualités, d'abord à la radio et puis à la télévision, en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Et j'avais lu 3 lignes dans un journal qui disait « Si vous voulez s'échapper de tout, vous pouvez trouver du sable blanc, de la cuisine française, du soleil, l'île des Pins. » Et je me suis dit, chic, 5 jours, calme, comme ça, je ne vais pas aller avec personne. Mais le destin a décidé d'autrement. Et 26 ans plus tard, je suis toujours là. Alors, ça s'est trouvé que j'ai rencontré quelqu'un qui habitait ici déjà depuis 5 ans, en Suisse, qui tenait une affaire de plancher. Et on avait discuté de la possibilité de peut-être revenir et je me suis dit, voilà une chance dans ma vie de vivre parmi 2 cultures différentes de la mienne, française et mélanésienne. Voilà la possibilité de faire quelque chose de totalement différent. Et au fond de moi-même, je me suis dit, si je ne le fais pas, peut-être toute ma vie, je vais me dire, si j'avais essayé. Et je me suis dit, pour éviter ça, je vais essayer, je vais tenter la chance. Mais je ne voyais pas plus loin que 6 mois. Je ne voyais pas du tout que j'allais passer au moins plus d'un tiers ou un quart de ma vie sur une petite île perdue dans le Pacifique. Hypnotisé par ce magnifique décor, Hilary Roots se laisse vivre et les 5 jours deviennent 27 ans, le choix de l'amour. Choix qui l'a conduit à se consacrer au destin des exilés, communards et algériens. Alors je me suis intéressée à la déportation algérienne à cause du fait que je m'intéresse aux déportés femmes, déportés à l'île des Pins de la commune. Ça veut dire qu'il y avait parmi 3000 hommes,
il y avait peut-être 12 femmes condamnées à l'île des Pins. Parmi ces 12 femmes, peut-être seulement 4 ou 5 sont actuellement venues à l'île des Pins. Et puis parmi cette poignée de femmes, il y avait une, elle s'appelait Lucie Boisselin, de jeune fille, Marielle Leblanc. Et elle est tombée amoureuse d'un Algérien qui s'appelait Amsien. Et donc, maintenant, je commence à chercher le fil. Et puis peut-être un jour tomber sur un de descendants. Cléo, très frappée par cette histoire d'amour entre une déportée communarde de Paris et un déporté d'Algérie, pour elle, c'est une preuve que l'amour a triomphé des souffrances et des détresses du bagne. Notre visite sur ces lieux l'a surprise. De temps en temps, je suis un peu déprimée ici moi-même parce que je me dis, j'habite une toute petite île et je suis perdue. Je ne peux pas facilement aller dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des archives. Mais de temps en temps, il y a un cadeau qui tombe du ciel comme votre visite. C'est extraordinaire. Hier matin, je n'attendais pas du tout qu'une équipe de télévision d'Algérie allait venir dans notre jardin. Et voilà un petit lien qui va nous aider encore, qui va m'aider encore et vice-versa, de peut-être créer de l'histoire, de peut-être refaire cette page d'histoire où les gens ils étaient tellement perdus. Les femmes étaient déchirées parce que quelqu'un était arraché d'eux. Et puis des gens d'ici, les gens qui étaient cloîtrés ici en bagne, on peut le dire, eux, ils passaient peut-être des années, des mois, sans avoir de nouvelles de la famille. Ça, c'était terrible. Et puis j'aimerais bien essayer de reconstituer un petit peu la vie des uns et des autres. Cléo reste attachée à cette histoire et ne désarme pas devant le temps ni la distance. Elle espère toujours arriver à reconstituer le puzzle. Si jamais dans la mémoire de la famille de Ahmed Amar Amsien, quelqu'un peut me donner un lien qui m'amène jusqu'à aujourd'hui, je serais vraiment, vraiment heureuse de contribuer à une toute petite page d'histoire de plus. Au peuple d'Algérie et puis aux autres gens qui s'intéressent à l'histoire. Ahmed Amar Amsien, déporté suite à la révolte d'Al-Mokrani et de Cheikh El-Haddad en 1871. Son destin continue à passionner Cléo. Elle voyait en nous Mohamed Amésien et a tenu à nous guider au cœur du bagne. Moi, je suis en admiration devant vous, que vous cherchez autant, que vous travaillez autant et que vous établissiez les liens entre les familles qui étaient séparées non pas juste la distance, mais aussi par le temps, par plus de 100 ans. Je trouve que ça c'est formidable. Si je peux en faire autant, je serais ravie. Cléo nous emmène vers ce lieu en ruine qui a été victime de violence. Le temps l'a ravagé. Un espace à l'abandon. Il ne reste que des vestiges. C'est un bâtiment qui actuellement ne bénéficie d'aucune protection, qui n'est pas classé. Comme de nombreux bâtiments en fait qui existent sur l'île des Pins. Malheureusement, ça tombe en ruine. Oui. Des cellules individuelles ici. Vous voyez, ce n'était pas très chic. Hein? Ah, oui. Et oui, regardez où est-ce qu'ils étaient, ils étouffaient. Oui. Et c'est ça, chacun avait une cellule. Mais la construction était solide, hein? Vous voyez l'épaisseur des murs. L'épaisseur était bien sûr. Dans ces lieux se passaient des tas de choses. Les décors incarnent la violence. Ah, si ces crochets pouvaient parler et dire combien d'exilés leur ont été enchaînés.
d'après ce que m'ont dit nos grands-parents, ici il y avait une literie en bois et en haut il y a des barres de fer, on n'en voit plus, sur lesquelles les déportés, les prisonniers sont attachés. Donc ils ne peuvent pas se déplacer pour aller très loin. Ils peuvent tous les soirs donc, se mettre sur leur couchette. De ces lieux, Boissier écrit aux siens. Il m'était réservé de subir la plus cruelle épreuve, la mort lente du cœur par la perte de tout ce qui constituait ma vie. L'amour